Bonjour les amis, comment allez-vous? Talk live enregistré, hein, on ne pouvait pas avoir les deux fantastiques en même temps, donc c'était un petit peu compliqué, donc on a enregistré ce talk live ensemble. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous Thomas Morcellino en direct du Airbnb à côté de Valencia. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Et toi? Et vous? Très bien, écoute très bien. Avec nous, nous avons Alexis Masbou, tout bronzé, il est la même couleur que son sweat presque, c'est propre, Ouais, c'est top. c'est bien, c'est bien. Comment vas-tu? Ça va bien, merci, et vous? Bon, à mon avis, Thomas, il pouvait pas ce soir parce qu'il va sûrement aller dormir après la fiesta du dimanche soir Même à pas. Valence. Toi, non, tout le monde l'a fait sauf nous, hein. Nous, on est sorti de la salle de presse à minuit quasiment. Eh ben, on a les images de la boîte de nuit avec Thomas. Bon, voilà, les amis, on va parler de ce dernier Grand Prix où il y avait un titre qui se jouait, deux titres qui se jouaient. Et ça y est, Pecco Bagnaia, champion du monde MotoGP 2022. Ducati, champion du monde après 2007. Waouh! Voilà, on s'y attendait un petit peu, on en avait parlé dans le talk live de Sepang, messieurs. Il y avait quand même une grosse pression, mais voilà, un petit commentaire. Voilà, qu'avez-vous à dire sur ce titre de champion du monde de Pecco Bagnaia? Si je te laisse la main. Non, mais on s'y attendait quand même un peu, hein. Je veux dire, c'est pas non plus une énorme surprise. Il arrivait avec beaucoup de points d'avance. Il était revenu très très fort depuis la mi-saison en grignotant des gros points à chaque course. Même si Fabio est remonté sur le podium en Malaisie et qu'on le sentait à 100% de ses capacités pour défendre ses chances, bah, il fallait deux grands moments dans cette course. C'était la victoire de Fabio et une chute ou un problème mécanique pour Pecco. Aucun des deux n'est arrivé, donc le titre était au final joué même avant la course. Mais par contre, les deux se sont quand même battus très très fort pendant cette épreuve. Un pour aller chercher la victoire et l'autre pour essayer de résister à la pression qui montait. Ouais, Thomas, on l'a senti dès le début du week-end. Alors, en général, le LFP1, on sait que Pecco, il est plutôt, il prépare tranquillement. Mais après, on l'a senti quand même en FP2, FP3, même en course, ça a été quand même sous pression dès le début, quoi. Oui, bah, c'est sûr que à l'inverse d'un Fabio. Attends, je remets juste mon casque, désolé. Hop. À l'inverse d'un Fabio Quartararo qui, oui, effectivement, savait qu'il avait plus rien à perdre et que le but du jeu, c'était vraiment de donner son maximum et de profiter au max. Bah oui, Bagnaia, lui, il a eu 15 jours pour, euh, pour ressasser un peu tout ça. Et puis derrière, il y a eu quand même pas mal de martelage médiatique autour de ça, The Decider et tout ça, hein, le fait de premier titre Ducati depuis 2007, premier Mm. titre italien depuis Rossi. Voilà, donc du coup, effectivement, il est arrivé dans d'autres dispositions que Fabio Quartararo. Donc quand la première journée s'est passée, il a clairement dit que c'était pas forcément ça qui posait problème sur la piste, mais qu'il commençait à ressentir beaucoup de pression. Bravo, bravo à l'équipe Ducati, ils ont bien Vas-y. fait la fête. Ah, je grésille, je change de micro, je dé... Voilà, ça devrait aller mieux comme ça maintenant. Ils ont bien fait la fête Ducati. On a vu des images incroyables avec Jack Miller avec des perruques, Gigi Dani avec une perruque, ça lui va plutôt pas mal. Mais Pecco, en fait, j'ai l'impression qu'il a eu du mal à réaliser. Je ne sais pas si sur le circuit vous avez pu sentir ça, les gars. En fait, si tu veux, c'est un champion déjà qui n'extériorise pas autant qu'un Fabio ou qu'un autre pilote. Donc effectivement, une fois que le titre est déjà pour lui, c'était la délivrance parce que voilà, cette pression qu'il a eue pendant les 27 tours de la course, c'était quand même quelque chose de difficile à gérer. Ne pas commettre d'erreur. Le fait qu'il ait eu un accrochage avec Fabio justement en début de course et qu'il lui a cassé un aileron fait que sa moto était complètement déstabilisée. Mm. Donc il a fallu ne pas commettre d'erreur. Donc il était vraiment sur la défensive pendant toute la course. Donc son but affiché, c'était clairement pas de gagner, ça c'est sûr, mais de terminer parmi les 14 premiers et puis d'assurer au moins les 2 points si Fabio gagnait. Bon, Fabio n'a pas gagné, donc là, une des conditions n'était pas réunie, donc dans tous les cas, il était assuré du titre. Mais oui, une fois que le titre s'est passé, non, il a extériorisé, mais c'est pas son habitude. Si tu veux, il a quand même un côté très humble. Bagnaia, même quand il a été titré en Moto 2, c'est pas quelqu'un qui aussi expressif que Fabio, par exemple, l'année dernière. Mm. Alexis, on avait un peu peur. On avait parlé de ces consignes de course. On avait un peu peur que ça arrive hier. Il n'y en a pas eu. En tout cas, on ne les a pas vus du tout, nous, en tant que fans, directement. Il était juste
prévenu sur son dashboard d'un peu de comment ça se passait en course. Ça fait plaisir quand même de terminer comme ça et ça met encore plus en avant son titre. Oui, alors après, bon, là sur le coup, il n'y avait pas tellement besoin de consignes de course parce que même si un pilote Ducati gagnait, c'était de toute façon plié. Donc, non, je crois que dans l'ensemble, ça a été une belle course pour beaucoup de concurrents. Non, oui, c'était bien de ne pas avoir à penser à ces consignes de course, savoir que chacun faisait un petit peu sa course en faisant un peu plus attention peut-être aux deux pilotes qui jouaient le titre, ou en tout cas à Pecco, on voyait souvent les pilotes qui prenaient peut-être un peu plus de pincettes avec lui, hormis Fabio, évidemment, mais sinon, les autres étaient quand même plutôt respectueux avec Tu veux dire ce qu'ils jeu n'ont du pas roulé championnat. comme tu veux dire qu'ils ont pas roulé comme Alonso Lopez en Moto 2. On en reparlera tout à l'heure. Mais ouais, ça a été respectueux. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais oui, non, et voilà, il y a eu la bagarre entre les deux protagonistes. Voilà, ça s'est quand même bagarré. Tout le monde a doublé Pecco petit à petit pendant la course. Mais bon, je veux dire, voilà, c'était sérieux. Personne a vraiment attendu que Pecco passe la ligne. On aurait peut-être pu le voir si Fabio était en tête et que Pecco était vraiment en difficulté. Mais non, non, là, tout s'est passé normalement. C'était une épreuve tout à fait normale. De toute façon, vu le nombre de chutes, il aurait pu terminer la course dernière et ça passait quand même si Quarta gagnait. Donc voilà, on a été assez Exactement. rapidement. On savait que ça allait être lui le champion du monde et bravo à lui. C'est énorme pour Ducati et pour toute l'équipe. Et on espère qu'on aura d'autres images de la fête parce qu'on n'en a pas eu assez. C'était assez dingue. Voilà. Super. Vice-champion du monde, Fabio Quartaro, on a bien senti qu'il arrivait à Valence dans une autre façon dans un autre état d'esprit, pardon, clairement à se dire bah, je vais tenter, mon but de toute façon c'est de gagner et on verra après. On a vu la fin, il a fait un burn, je vais pouvoir l'afficher. Il y a eu une petite fête avec l'équipe. Voilà, que dire de plus, messieurs, il a fait le job. Oui, bah, de toute façon, et voilà, il s'est battu jusqu'au bout, comme il a dit, il a aucun regret. Voilà, il savait de toute façon que ça allait être compliqué et durant tout le week-end, il n'a pas arrêté de répéter que de toute façon c'était carte sur table et qu'il allait jouer carte sur table et qu'il allait mettre tout à fond pour essayer de réussir. Donc bah, voilà, il a essayé de viser les deux premières lignes, il a réussi, il a mission accomplie. Et puis après, bah, en course, voilà, il sait que quand il roule seul, il est très rapide, mais quand il doit composer avec d'autres adversaires sur la piste, c'est plus compliqué. Parce Donc qu'il a là, eu le même problème en fait que d'habitude quand il s'est retrouvé avec les autres pilotes. Là. ouais, ouais, et puis après, surtout, il était content de son départ, il a fait un très bon départ, tout ça, mais Mhm. effectivement, une fois que, voilà, tu l'as vu, hein, de toute façon, il s'est fait malmener un petit peu au début, et puis après, il y a eu un groupe de trois qui s'est formé, avec Marquez, Miller et Rins, et Martin, pardon, même, parce que j'ai oublié Marquez, mais parce il a chuté quelques tours plus tard, mais bon, ils se sont retrouvés à 4 à un moment donné. Et donc, il s'est débarrassé de Pecco, il a essayé de remonter, il s'est approché jusqu'à peut-être un peu moins d'une seconde, je crois, et puis après, il s'est fait rattraper par Binder. De toute façon, voilà, on savait que ça allait être compliqué, même s'il revenait dans le groupe, de toute façon, il se faisait reprendre à chaque fois en ligne droite. Il manquait de quelque chose, de toute façon, sur ce circuit, on le sait, et la moto n'est pas à égalité, ne rivalise pas avec les autres constructeurs, tout simplement. Alexis? Non, mais ouais, j'ai exactement le même avis. J'étais un peu plus surpris par contre sur le début de son premier tour parce que justement l'année passée, il s'était fait piéger dans le deuxième virage en se plaçant à l'extérieur. Et là, il a refait exactement la même technique et il n'a pas gagné enfin, il n'a pas gagné de place du tout, même il a failli en perdre. Du coup, j'étais assez étonné qu'il retente cette expérience alors qu'il avait besoin de gagner beaucoup de place dès le départ et qu'il se place extérieur comme ça. C'est un peu ce qui m'a surpris dans sa course. Après, sur le reste, il a géré au mieux. On se demandait souvent si Fabio avait la pression à un moment de la saison. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des chutes, mais on voit bien qu'avec ou sans pression, au final, les résultats, Voilà. c'est là. C'est sur le podium ou proche du podium. Si ça part devant, mais il n'y arrivait plus parce qu'il ne se qualifiait plus assez bien depuis quelques courses, ben voilà, il est dans le paquet, il a du mal à doubler, donc il reste par là, il fait de son mieux et il se dépatouille un peu avec ça. Donc non, je pense qu'il est au maxi de sa moto actuellement. Je trouve même qu'il est à un très très bon niveau et il faut quand même le rappeler parce qu'avec toutes les critiques qu'il a essuyées ces derniers temps, il n'y a quand même que lui qui arrive à faire ça avec la YAM.
Donc, pour moi, il fait du très bon boulot pour l'instant et j'espère qu'il y aura des belles choses à venir pour cette Yamaha parce que dans l'état actuel, les Ducati écrasent le championnat parce que même en voyant Pecco en balade, c'était difficile de le doubler quand même. Ouais. Justement, la pression est sur les ingénieurs parce que ça roule demain, Tom, pour les premiers essais hivernaux là. Oui, bah écoute, oui, il y a déjà, c'est ce que attend maintenant Fabio, hein. Il est dit, on ferme ce chapitre, maintenant on parle de 2023 en espérant avoir une réaction de Yamaha. Il a déjà eu l'opportunité de tester son moteur, ce nouveau moteur, cette troisième itération du moteur à Misano, qui apparemment fonctionnait bien. Maintenant, il faudra voir si ça marche et ça peut se confirmer à Valencia. Il y a que une seule journée d'essai, hein, faut le rappeler. Il n'y a pas de 2 jours, donc ça ne va pas se tromper parce qu'après, le prochain roulage, c'est début février à Sepang. Et ensuite, ils auront pu, enfin, les constructeurs, si jamais il y a d'autres directions à choisir ou s'il y a une erreur de fait, ils auront ils auront moins de 2 mois pour se retourner avant le début de la saison. Donc, homologuer un moteur et donc plus pouvoir y toucher pendant toute la saison. Donc, c'est chaud déjà demain. Ouais, c'est chaud demain. Et après, bon, il y a d'autres choses. De toute façon, Fabio le dit, il y a effectivement une grosse partie vitesse de pointe qui pense, elle, qui va être résolue très, très rapidement avec ce nouveau moteur. Par contre, il y a d'autres points sur lesquels Yamaha doit travailler. C'est au niveau de l'aéro, mais aussi sur la manière dont la Yamaha tourne, tout simplement. Lui, il a beaucoup de vitesse de passage en courbe. Lui, il aimerait bien que la moto tourne encore un peu mieux pour pouvoir rivaliser au mieux face au Ducati. Et donc, c'est ça aussi sur lequel Yamaha va devoir travailler. Donc, il n'y a pas que la vitesse de pointe. Et pour avoir, pour lui avoir posé... la vitesse de pointe et de devoir tourner, on sait que c'est quand même 2 paramètres c'est compliqué, quoi. Et puis, pour lui avoir posé la question au Japon, je lui dis, est-ce que avec ce que tu en as aperçu du moteur à Misano et ce que tu as pu voir sur la première journée au Japon, est-ce que tu penses que ça suffira? Et clairement, il m'a dit non. Les Ducati aujourd'hui sortent beaucoup mieux des virages, elles accélèrent beaucoup plus fort. Qu'effectivement, on sera plus à l'aise sur les 4, 5, 6, 6e rapports, mais après, il faudra qu'on soit aussi bon sur la courbe, sur les courbes, sur les virages et sur la sortie surtout. On va suivre ça. Je suis assez surpris du coup que Fabio cherche à faire tourner plus la moto parce que j'aurais imaginé plus de travail sur les freinages pour pouvoir doubler un peu plus et peut-être un peu plus de traction en sortie justement. Après le problème peut-être que t'es pilote donc tu sais beaucoup mieux que moi bien évidemment, mais ce qui lui manque aujourd'hui c'est une moto qui soit capable de rouler avec les autres. En fait, le problème qu'il a aujourd'hui c'est qu'il a une moto qui lui permet de rouler très vite seul. Et donc ce qu'il demande aussi à Yamaha, c'est une moto qui certes doit être parfaite aux essais, mais doit aussi être capable de composer avec d'autres motos sur la piste. Et c'est là aujourd'hui que le bas blesse, quoi. C'est que une fois qu'il se retrouve en paquet, il n'arrive pas à faire passer, à amener cette vitesse de passage en courbe. Et voilà, comme tu le disais tout à l'heure, en tant qu'il se retrouve pas devant, c'est fini, quoi. C'est fini. Ouais, bon, on verra ça demain. Il y a des motos qui seront pas là demain. Je suis un peu triste de le dire. En tout cas, ça a fini sur un très très beau cadeau d'Alex Rins et Suzuki. Alex Rins, voilà. C'est incroyable. Je pense que tout le monde était heureux de cette victoire. Quel beau cadeau à toute l'équipe, Alexis, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Non, mais c'est incroyable. Je veux dire, une moto un constructeur comme ça qui arrête le MotoGP et qui finit par 2 victoires sur la dernière ligne droite de ce championnat, c'est quand même triste. Surtout que ça fait longtemps qu'on le sait maintenant, mais au final, le développement a un petit peu continué. Il y avait forcément moins de choses que s'ils étaient là l'année prochaine, mais on a quand même vu des choses apparaître au niveau aéro. On a vu les pilotes qui sont restés focus, concentrés à leur maximum pour bien finir l'année. Et tout ça tout ça pour finir là, alors que ça fonctionne pas si mal. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. On pouvait voir Alex Rins pendant la conférence de presse qui était quand même très très marqué de cet arrêt brutal du coup, parce que même si on le sait depuis longtemps, là c'est réellement terminé. La Suzuki roulera plus, alors que au final c'est une moto qui pouvait gagner des courses, faire des podiums et voilà, c'est terminé. Waouh. Tom, j'ai une question. Toi qui étais là-bas, vous avez bien dû ressentir ça. J'ai vu que tu as mis un petit message aussi par rapport ceux qui géraient la communication, notamment Alberto que j'avais pu croiser. Comment vous avez ressenti les choses, vous, en tant que journaliste?
Ouais, effectivement, oui, en fait, ouais, comme disait Alexis, le plus triste, c'est triste de voir effectivement il y a eu quelques photos de postées, même par les mécanos, où tu vois la moto toute seule dans le box, sans plus rien autour. Tu sais que cette moto-là est capable de gagner. Elle l'a prouvé sur 2 des 3 dernières courses. Donc oui, effectivement, ça a été, c'est du gâchis, on va dire. C'est vrai que c'est dommage de voir cette marque partir. Et puis on sait qu'avec on va dire, les raisons pour lesquelles la marque est partie, fait que c'est pas demain la veille qu'elle va revenir. En fait, elle veut se focaliser sur le développement durable, sur des nouvelles façons sur l'énergie tout simplement. Et donc du coup, pour l'instant, c'est pas l'intérêt, enfin la compétition n'est pas dans l'intérêt de Suzuki. Mais oui, après l'avantage, sur toute la structure MotoGP, tout le monde a retrouvé du travail, sauf effectivement les 2 personnes de la communication. Les 2 personnes qu'on a vues n'ont pas retrouvé du travail pour l'instant. Donc il y en a un des 2 qui apparemment est sur une piste, mais le deuxième pour l'instant se retrouve sans travail. Donc oui, on va retrouver des mécanos dès demain qu'on va voir par exemple dans le box Aprilia, aux côtés de Marini chez VR46. Enfin, voilà, donc il y a eu un petit peu tout a été, ça a été un gros. Il y a eu pas mal de mouvements, de transferts, mais c'est vrai qu'au niveau de la communication, personne n'a retrouvé du travail, donc c'est dommage. Effectivement, c'était si ce n'est l'un des meilleurs teams au niveau communication. Si tu as besoin de quelque chose, d'une interview, pour preuve, hein, je veux dire, là, ce week-end, ils ont été très sollicités. J'ai réussi à avoir 15 minutes avec Livio Supo, le team manager, pour parler un peu de cette saison, de l'ère MotoGP, enfin, de cette dernière ère Suzuki, parce qu'eux, ils étaient déjà partis hein, avant de revenir. Lui, il espérait un doublé, il espérait terminer sur un doublé Mir Rins ou Rins Mir. Bah, ils ont fini quand même sur une belle victoire, donc c'est top, c'est top, c'est top. Ouais. Voilà. Voilà, merci Suzuki. Je pense que c'est le message. Oui, bah, the final flag, comme il disait. Exactement. On va parler de KTM et de Brad Binder qui a fait le job. Waouh! On a même cru qu'il aurait pu prendre cette victoire. Il y a Alex Rins qui arrive dans le Airbnb apparemment. Non, mais Vous pouvez fermer la porte? Il est avec d'autres journalistes, hein, voilà. C'est pour ça. Ah, ouais. Non, mais là, on est pas en direct. Mais Voilà, c'était la petite pause pendant ce petit live, les amis, enregistré là-dessus. Brad Binder, magnifique. Ah bah, Michel Turcot est là, regardez, avec Daryl Damadier, GP Inside. Bonjour, messieurs. Salut. Ça nous fait plaisir de vous voir. Comment allez-vous? bah, ils n'entendent pas, mais ouais, du coup, arrête. C'est en direct, sinon on ne viendrait pas. Salut à tous. Salut les gars. Voilà, ça fait plaisir de les voir. On aime beaucoup votre travail, les gars. Voilà, on va parler aussi. Les journalistes dans le paddock sont quand même très très proches. Hein. Ouais, on Ouais, va trop même. Trop. on va parler. Excusez-moi, la transition, il n'y en a pas. Hein. Brad Binder. Voilà, Brad Binder. Super deuxième place. Alors, j'ai appris qu'il a eu un nouveau châssis. Est-ce que ça pressent une saison 2023 incroyable? Je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il reste avec KTM et il fait le job, Alexis. Alors, je laisserai peut-être parler Thomas sur le châssis pour qu'il en dise un peu plus sur ce qu'il sait. Mais en tout cas, faut pas oublier que KTM à Valence, c'est quand même un circuit qui réussit assez bien et qui a l'air de bien fonctionner avec cette moto. À l'inverse du Qatar, par exemple, où on sait qu'en règle générale, c'est plutôt extrêmement compliqué pour eux. Mais non, Binder, avec cette moto, il a quand même fait une très très bonne saison. Régulièrement dans le top 10 et un championnat au final très régulier qui lui permet de finir proche du top 5. Donc, moi, je trouve que Binder, il a quand même fait un très très bon travail cette saison et il conclut de façon presque parfaite parce que c'est vrai que Rins, s'il n'avait pas réaccéléré un petit peu dans le dernier secteur, il se faisait croquer sur le final. Donc, très très belle course à nouveau de Brad Binder avec des gros freinages de trappeur, comme on dit, pour remonter ce classement. Tom, dis-nous un peu plus sur le châssis. Là. Bah écoute, j'en sais rien. Effectivement, il y a un châssis, il y avait Oliveira qui roulait avec l'ancien, forcément, parce que c'était sa dernière course, et Binder qui roulait effectivement avec un nouveau châssis. Donc oui, on a vu qu'il a fait une très belle remontée, mais
Binder, c'est un des pilotes, on va dire, c'est un pilote du dimanche, comme on pourrait en qualifier certains. Il a fait une très belle remontée, le meilleur tour en course. Et ouais, ça laisse. On peut imaginer que la nouvelle KTM, parce qu'il devrait y avoir vraiment une nouvelle KTM demain, c'est quelques rumeurs qui courent dans le paddock. C'est-à-dire un changement drastique. Donc après, on verra est-ce que ce châssis en fera partie, est-ce que c'était juste un petit essai pour ce Grand Prix et voilà, ou est-ce que demain on aura des nouveautés? Mais oui, après il fait une très belle saison, il termine 6e au classement à 1 point de Jack Miller pour la 5e place au général, premier pilote KTM. Donc, c'est ouais, très très belle saison Ouais. de Brad Binder. Son KTM, on le sait, ils mettent les moyens. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Ils travaillent aussi avec l'équipe Formule 1. Ils travaillent avec l'équipe Ouais, Formule 1, Red Bull. Ils ont été récupérés quelques ingénieurs chez Ducati aussi. Bon, oui, voilà, en Italie, d'une façon générale, oui, bah c'est leur. De toute façon, ils se rendent compte que oui, il faut prendre des cerveaux là où ils se trouvent. Et là, pour l'instant, ça se trouve plutôt en Italie que ailleurs. Donc, oui, ils ont les moyens effectivement de débaucher, mais pour l'instant, ça suffit pas. Il va falloir, pour être à la régulière, en tout cas, il va falloir faire un peu plus. Alexis, justement, on peut parler de Ducati. Pour revenir sur Ducati, il place un 3e pilote au championnat du monde, Bastianini. Martin qui est 3e sur le podium. Voilà, on sait que c'est même pas, c'est le constructeur à battre l'année prochaine, avec des pilotes qui peuvent pratiquement tous gagner et jouer le titre. Ça va être chaud quand même pour les autres constructeurs. Là, c'est sûr que ces derniers temps, Ducati prennent l'ascendant sur les autres constructeurs. Ils sont avant-gardistes sur la plupart des domaines et ils amènent toujours beaucoup d'évolutions techniques. Et voilà, en ce moment, ils sont dans ce qui se fait de mieux. Ils ont aussi des très très bons pilotes qui permettent de scorer beaucoup de points régulièrement. Cette année, ça aura été un avantage pour eux d'avoir tous ces bons pilotes qui pouvaient reprendre des points à Fabio. Mais selon la configuration du championnat, ça peut aussi être extrêmement compliqué pour eux. S'ils se retrouvent avec 3 pilotes Ducati aux avant-postes qui se bagarrent pour un titre avec un autre pilote ou 2 autres pilotes, ça va être aussi difficile de gérer dans les box les égos de Bastianini, de Martin et forcément de Pecco, même si au niveau égo, c'est peut-être pas le plus virulent, mais en tout cas, au niveau des résultats, c'est lui qui finalise le mieux à chaque fois. Donc, je pense que l'année prochaine, chez Ducati, ça risque d'être peut-être plus difficile de gérer ce qui se passe humainement dans les box que la technique sur la piste. Donc, maintenant, ils ont les meilleures motos, ils ont les meilleurs ingénieurs. Est-ce que ça va suffire l'année prochaine pour être titré et faire aussi bien que cette année? Je crois que les autres ne se laissent pas aller. Tom, justement, tu parlais de Bastianini et Bagnaia qui vont être dans le même box maintenant. On l'a bien compris que c'était pas les meilleurs potes. On ne demande pas qu'ils soient potes, mais apparemment, il y a quand même, ça a l'air d'être un petit peu tendu entre eux. Est-ce que ça peut changer la donne l'année prochaine? On se rappelle un petit peu d'il y a quelques années avec Lorenzo et Dovizioso, c'était pas simple, quoi. Ouais, c'est sûr que là, ils perdent un bon lieutenant, pardon, qui était Jack Miller, c'est-à-dire qui était très bon, mais pas aussi bon. Qui est capable de gagner, qui quand tout va bien, voilà, fait des podiums, mais il y avait quand même un numéro 1 dans l'équipe qui est Francesco Bagnaia aujourd'hui. L'année prochaine, tout sera remis en branle. De dire la première saison, le premier Grand Prix au Portugal sera, il n'y aura pas de consigne d'équipe, ce sera que le meilleur gagne. Là, il n'y a plus de, je termine sur le podium final et j'ai une prime ou machin ou quoi. Enfin, donc là, effectivement, ce sera que le meilleur gagne. Donc il y aura plein d'inconnus. Il y aura la GP23 qui va probablement être dévoilée demain. Il va y avoir, on le sait, la Ducati, les nouvelles Ducati mettent du temps à faire à combler l'écart, enfin pas à combler l'écart, mais à creuser l'écart justement sur l'ancienne version, l'ancienne génération. La GP22, même si elle a été très bonne au début, ils ont mis quand même du temps à la régler. Bagnaia a mis du temps à monter pour la première fois sur le podium. Donc, et pourtant, Bastianini, lui, avait la version précédente et a gagné la toute première course. Donc, il faudra voir comment ça fonctionne aussi. Maintenant, Bastianini va se retrouver aussi dans le rôle de développeur. Il va falloir qu'il développe. C'est un peu différent. Son rôle sera différent. Donc, il aura. Et puis surtout, il sera attendu au tournoi. Ils ont fait le choix entre Bastianini et Martin. Ils ont choisi Bastianini.
Maintenant, est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Il va falloir qu'ils le montrent. En tout cas, lui, ce qu'il a dit hier, c'est cool. Le titre est allé à Bagnaia pour l'Italie, tout ça. Maintenant, c'est bien. L'année prochaine, j'ai envie d'essayer. C'est à mon tour. Voilà. Bon, on va voir ça. Chez les pilotes Ducati, on va forcément parler de Johan Zarco. On espère que l'année prochaine, on va la voir, cette victoire. Je suis désolé, mais on attend que ça, quoi. Alexis, on va revenir sur la course. Il était étonné de son départ, presque. Et après, au bout de 3-4 tours, il a dit il a eu des difficultés avec le feeling. Voilà, on va déjà parler de la course. C'est encore dommage parce qu'à chaque fois, on a quand même un petit espoir. On a vu le début de course, tu te dis ah ouais, ça peut remonter et puis ça peut peut-être jouer le podium, voire la victoire. Au final, il a fait 2 bons départs sur la fin d'année. Je crois que c'était Silverstone et là. Bon, mais au final, les deux, il a fini de la même façon, malheureusement. Non, après, c'est décevant parce qu'on l'a encore vu ce week-end faire des très, très bonnes séances d'essai, montrer qu'il pouvait être parmi les plus rapides. Et au final, en course, on n'arrive jamais à le voir concrétiser. Et moi, j'ai l'impression que justement, ça devenait de plus en plus difficile au fur et à mesure des courses. J'avais l'impression qu'on le voyait de plus en plus pendant les séances d'essai ou de nouveau pendant les séances d'essai aux avant-postes, mais qu'au final, de course en course sur la fin de saison, il a plutôt été de moins en moins bien et avoir du mal à concrétiser. Justement, j'ai regardé depuis le retour de l'intersaison sur les 9 dernières courses. Il est rentré 2 fois dans le top 5. Donc, c'est quand même très moyen comparé à ce qu'on attend de Johan actuellement. Pourtant, il y a eu plusieurs moments où il aurait pu faire beaucoup mieux. D'ailleurs, quasiment à chacune de ces 9 courses, il aurait pu faire beaucoup mieux. Et la concrétisation, c'est ce qui lui manque actuellement. Et c'est assez difficile de comprendre ce qui lui manque, parce qu'on a l'impression que c'est des petites choses, mais ça ne se règle pas vraiment. Donc, j'espère que la période hivernale va lui permettre de se remettre en selle pour concrétiser ce qu'il fait actuellement. Tom? Que dire? Que dire? Je pense que Alexis a tout dit. C'est vrai que il a- en fait, comme tu dis, on l'attend cette victoire. C'est ça, hein, le GR, et je pense qu'à partir du moment où son compteur sera débloqué, on aura quelque chose. Il pourra effectivement peut-être aller de l'avant. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, il se compare beaucoup aux autres pilotes Ducati qui ont un style différent que le sien. Et il n'arrive pas à reproduire ce style qui lui permettrait, selon lui en tout cas, d'aller vite. Donc, est-ce que il arrivera à débloquer ça pendant l'hiver? Est-ce que la GP23 lui apportera ce dont il a besoin? Ça, c'est tout un tas d'inconnus, mais l'année prochaine, effectivement, ce sera peut-être plus compliqué parce il y aura face à lui 3, je veux dire même 4 potentiellement Bezeki en l'incluant, donc Martin, Bastianini, Bagnaia, Bezeki potentiellement qui voudront jouer la gagne face à lui enfin, voilà, donc je sais pas, c'est difficile de trouver une solution à ce problème. C'est vrai que là, on l'a attendu toute la saison et ça n'a pas marché. Donc, est-ce que ce sera les départs sur lesquels il faudra travailler? Mais je pense qu'il y a aussi autre chose. Force à lui, on a hâte de voir ce que ça va donner demain aussi aux essais avec cette Ducati pour Johan Zarco. Pour terminer sur le MotoGP, Marc Marquez, il l'a dit, de toute façon, c'est soit je faisais le podium, soit je tombais. On retrouve bien le Marquez, en tout cas, et en même temps, il met la pression à Honda du style, bon, la moto, c'est ce que c'est, mais moi, je vais y aller parce que je suis pas là pour être derrière. Alexis, voilà, on a maintenant, et on attend une bonne moto, mais ça y est, il est à 100%, là, c'est pas possible. Je crois qu'on a retrouvé le Marquez d'avant, hormis que bon, il en récupère pas beaucoup en ce moment de l'église de l'avant. Hein. Je crois que ça part Ouais. un petit peu trop brutalement et qu'il n'arrive pas à les rattraper. Mais non, Marquez, il est de retour. Hein. On le voit vraiment avec le sourire comme avant. On le voit attaquer comme avant, avec aucun stress, aucune inquiétude. Donc de ce côté-là, c'est plutôt extrêmement positif d'avoir Marquez de retour aux affaires. Après, lui aussi, de son côté, pour l'hiver, il va avoir beaucoup de travail. On va devoir lui fournir un meilleur matériel. Lui va devoir retrouver la bonne marche en avant avec cette moto pour se relancer dans la saison.
Mais c'est sûr que Marquez, quand il n'a pas d'objectif de championnat, on voit que ça finit très rarement les courses parce qu'il va toujours plus loin que la limite. Donc l'année prochaine, s'il se bat devant, c'est sûr qu'il va y avoir des moments où il va devoir un petit peu plus canaliser son impatience. Tom, toi, j'ai le droit de lire, je sais que tu aimes beaucoup Marquez. Il n'aime pas quand je dis ça. Oui, oui, bah après, si tu veux, c'est un pilote qui, aujourd'hui, est pour moi le meilleur du plateau. Voilà, on va pas se le cacher. En tout cas, c'est mon avis personnel. Mais ouais, effectivement, voilà, Honda termine dernier au classement des constructeurs cette saison. C'est clairement qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a eu que 2 pilotes classés hier. Je crois qu'il n'y en a aucun qui marque de points. Je revérifie, mais non, il n'y en a aucun qui marque. Si, il y a Nakagami qui marque des points. Ouais, mais ouais, c'est compliqué cette saison sans Marquez. De toute façon, on le voit hein, depuis qu'il est revenu, c'est lui qui fait le gros du travail, qui inscrit les points pour la marque. Et mais bon, lui, clairement, il a tiré la sonnette d'alarme. Il a clairement dit que ça pouvait pas continuer comme ça, que Honda doit faire quelque chose. Le problème, c'est que apparemment, la Honda 2023 est en retard. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ils auront normalement un nouveau prototype qui a été testé à Jerez par Stéphane Bradl là il y a quelques jours. Ils auront un nouveau prototype là, normalement demain. C'est un premier step, comme il le dit, mais ce ne sera pas suffisant. Donc, ils auront après quelques mois avant les tests à Sepang pour réagir. Est-ce que ça suffira? On ne sait pas. Et encore une fois, s'ils se sont trompés, ça va être compliqué de réagir en moins de 2 mois avant le début de la saison. Donc, on sait que Marquez est capable de surpiloter, mais à l'inverse, du jour au lendemain, ils peuvent perdre ce Marquez s'il chute, parce que même si le bras, comme il le dit, est totalement guéri et que l'année prochaine, il aura encore, là, il aura quelques mois pour se muscler et perfectionner encore son bras. S'il chute, il y a encore cette diplopie qui le guette. C'est son épée de Damoclès maintenant. Donc, s'il chute et qu'il se refait encore mal, il peut très bien lui en manquer quelques grands prix. Et donc, Honda, ils pourront passer du sourire aux larmes en une fraction de seconde, tu vois. Donc, voilà. De toute façon, on le sait, hein, les constructeurs japonais, c'est compliqué. Suzuki qui sont là, Yamaha l'année prochaine, il n'y aura plus que 2 motos. Et une Honda aujourd'hui en perdition, alors que le budget mis en F1 par Honda est complètement différent et on voit que ça fonctionne. Donc, bon, voilà, on verra. Est-ce qu'ils seront capables de répondre aux exigences de Marquez? Ça, on le saura demain déjà. On aura déjà des réactions demain. En espérant qu'il parle. En espérant qu'il parle, parce que souvent, ils peuvent ne pas aussi nous faire un débrief. Donc, on peut très bien ne pas savoir ce qui s'est passé, quoi. D'accord, donc il y aura une torture demain de la part des journalistes. Voilà. Quelques minutes encore parce que Alexis doit récupérer ses filles à l'école dans pas longtemps et Tom doit terminer un livre d'or. Donc juste quelques minutes en plus. En Moto 3, Alexis, on va en parler. On s'est retrouvé avec 2 hommes tout le long de la course, Izan Guevara et Denis Onjo, qui a fait toute sa course derrière Guevara et qui s'est retrouvé, on pensait qu'il allait apporter cette victoire à Tech 3 pour le pot de départ et ça ne s'est pas passé. Je voulais avoir ton analyse là-dessus. Ouais, je sais pourquoi tu vas avoir mon analyse. Des messages. Non, mais bon, moi, comme je te l'ai dit, je suis extrêmement déçu de cette fin de course. Onju est un excellent pilote avec beaucoup de hargne et beaucoup d'attaque. Mais à un moment, il faut un peu d'intelligence, quoi. Au bout d'un moment, passer 25 tours derrière, 23 tours derrière Ivan Guevara et dans le dernier freinage, rentrer tout intérieur, rater la corde et le laisser repasser. Je veux dire, à bout d'un moment, il faut un minimum de lucidité, de sang-froid pour gagner. Et je veux dire, autant d'habitude, on peut mettre ça sur le dos de ils sont nombreux, il faut toujours prendre des risques. Si on est trop patient dans le groupe, on va se faire doubler. Bon, autant là, ils étaient 2, il avait juste à être intelligent. Alors, je dis pas que Guevara l'aurait laissé gagner, hein, c'est sûr. Mais là, avec l'erreur qu'il a fait, Guevara, il a bien dû rigoler quand il a réaccéléré. Donc non, déçu pour Tech 3, déçu parce qu'on joue, ça fait longtemps maintenant qu'on l'attend plus performant. C'est quand même la relève turque que tout le monde attend depuis un moment. Et au final, à chaque fois, ça fait tomber des pilotes, ça fait des erreurs, ça fait des longues laps. Et c'est bien trop dommage pour un pilote d'un tel talent de le gâcher en faisant autant d'erreurs et en n'étant pas très, très lucide dans ce genre d'opération. Mais en tout cas, bravo à Guevara pour lui, pour sa course qui a été
parfaite. C'est d'ailleurs tellement rare de voir un pilote Moto 3 s'échapper et faire une course en solitaire comme ça que bravo à lui pour cette saison et ce dernier Grand Prix. Et Tom, tu voulais peut-être faire un petit commentaire sur cette course? Non, je sais juste que Honchou aurait voulu gagner cette course avant de quitter Tech 3, parce qu'il veut pas qu'on dise l'année prochaine, s'il se met à gagner avec Ajo, que c'est grâce à la moto. En fait, c'est pour ça qu'il a été très reconnaissant envers le team Tech 3. Il a montré sur son casque. Merci. Voilà. Donc oui, c'est une belle aventure qui se termine. Bien sûr, il va chez Ajo. Il retourne chez Ajo la saison prochaine. Donc on peut imaginer que maintenant, enfin, déjà, je veux dire, il aura la même moto, on va dire, le même soutien derrière. Donc on peut imaginer que cette victoire va arriver. Effectivement, alors je vais peut-être pas c'est peut-être pas la bonne comparaison, mais c'est un peu comme Aaron Canet, c'est un peu comme Jack Dixon, c'est un peu comme Johan Zarco, c'est un peu comme beaucoup ceux qui courent après cette première victoire et puis voilà, parce que si on prend, je m'éparpille un petit peu, mais si on prend Zarco il y a en 2017, 18 à Valence justement, il s'est battu jusqu'au bout pour la victoire face à Pedrosa. Et puis ça n'a pas marché. Alors, là, c'est un peu la même chose face à Guevara. Et Guevara a montré qu'il était vraiment le patron de cette catégorie cette année. Et le patron vous verrez un petit peu les photos, il s'était bien sapé hier pour la cérémonie. Sans doute le gars le mieux sapé. En tout cas, le pilote. C'était plutôt pas mal. Pour terminer, messieurs, on a eu un nouveau champion du monde en Moto 2, Augusto Fernandez. Ça claque bien quand même, une combinaison et un casque en or. Mais bon, pour ça, il faut être forcément champion du monde. Sinon, tu passes vite pour un con. Mais bon, là, ça claque bien. C'était une course où Ogura, de toute façon, n'avait pas le choix d'attaquer. Alonso Lopez, je reviens sur lui. Je pense que lui, il se disait qu'il jouait le titre aussi, finalement, parce que ça a été un peu le bordel en début de course et le karma lui a fait payer quelques tours après. Mais Augusto Fernandez, voilà, forcément un peu de pression au début de course, on l'a senti. Et puis dès qu'Augura est tombé, il aurait pu finir en wheeling, Alexis, quand même. Oui, après, on le savait malheureusement après l'erreur de Goura en Malaisie. C'est dommage parce que cette finale aurait pu être incroyable entre ces deux pilotes si la chute n'était pas arrivée en Malaisie. Je pense que ça aurait été tout autre chose. Mais bon, c'est ça. Il a fait une erreur et du coup, il fallait qu'il se rattrape. Il faisait quand même une très très belle course. Il était quand même pas, s'il n'avait pas chuté de nouveau, il était quand même en capacité de mettre en défaut Fernandez. Et moi, je ne l'attendais pas à ce niveau-là à Valence quand même. Et au final, il faisait une belle course et ça a glissé. Et ça ne termine pas. Mais bon, c'est vrai que dans cette situation-là, comme pour un Fabio par exemple, si tu chutes en essayant d'aller chercher le titre, voilà, au bout d'un moment, c'est la vie. Les pilotes prennent des risques sans arrêt. Alors aller en faire un peu plus encore pour aller chercher un titre, c'est sûr que ça ne les dérange pas. Et pour le coup, Fernandez, un très beau champion quand même après cette saison où c'est qu'il est monté crescendo en puissance. Et surtout, si on regarde un petit peu ce qu'il était de ce championnat en début d'année, on se dit que la fin de la saison a quand même été assez incroyable et détonnante pour que ce soit Augusto Fernandez qui soit titré avec autant d'avance. C'est vrai, parce qu'on pense à Vietti. Il y avait un Canet. peu Acosta quand même à un moment. T'as dit qui Canet aussi. Ouais. Voilà, il y a eu pas mal de pilotes. Augusto Fernandez, clairement, quand on voyait ses saisons précédentes, on ne s'attendait pas à ce qu'il joue forcément un titre en Moto 2, Tom. C'est une belle surprise. D'accord, il n'est pas d'accord avec moi, mais je savais qu'il n'était pas d'accord avec moi. Il sera meilleur rookie l'année prochaine en MotoGP, forcément. Il sera seul, Oui, mais en c'est tout cas, clair. il monte en MotoGP. Voilà, c'est beau. Bravo, Augusto. Ouais, écoute, oui, il fait partie on en parlait ce matin avec justement ceux que vous avez vus tout à l'heure derrière moi. C'est un pilote qui a un parcours atypique, comme un peu Franco Morbidelli. Il vient du paddock Superbike, il est passé par l'European Junior Cup sur des Honda 500 à l'époque, et puis il est passé en stock 600, et puis il a été appelé pour faire quelques piges en Moto 2, et puis ça a fonctionné. En 2019, il a gagné 3 courses, et à ce moment-là, on s'est dit beaucoup, comme moi j'en faisais partie, de le retrouver l'année d'après en MotoGP.
parce que son potentiel était là et on le voyait vraiment avoir cette ascension. Voilà. Mais ensuite, il n'a pas eu de guidon, il est passé chez VDS ensuite et il a connu 2 saisons quand même très compliquées, pas les résultats qu'il escomptait. Et c'est que quand il est arrivé chez Ajo cette saison qu'il a clairement commencé à retrouver de sa superbe qu'il avait affichée en 2019. Donc voilà, j'étais déjà convaincu qu'il allait se battre pour le titre, mais effectivement, ces passages compliqués en 2020 et 2021 ont un peu retardé son ascension en MotoGP. Maintenant, l'année prochaine, c'est clair que ce sera pas de tout repos, ça c'est sûr, même s'il sera le meilleur rookie, quoi qu'il en soit. Se retrouver sur la gaz, ça serait beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a 2 pilotes le premier et le deuxième du championnat de l'année dernière, Moto2, qui se sont cassés les dents sur cette moto. Donc peut-être que je me trompe et que ça fonctionnera, mais ça risque d'être compliqué. Voilà. On va terminer ce talk live. C'était le dernier de la saison 2022. Je voudrais vous remercier tous les deux, Tom, Alexis, de nous avoir donné de votre temps, de vos analyses, d'avoir donné vos opinions aussi sur cette saison. Tout simplement, un grand merci à tous les deux. Bah, écoute, avec grand plaisir et désolé de ne pas avoir été là tout le temps parce que pour les raisons que vous savez. Voilà. Merci à tous, c'était aussi pour moi un grand plaisir de partager cette saison avec vous. Encore une grande saison de Grand Prix moto et à l'année prochaine. Tout à fait, voilà. En tout cas, merci à vous les amis, vous étiez au taquet toute la saison. On vous dit à l'année prochaine et vive le MotoGP, vive la moto. Allez, bisous, ciao.